nombreux pour discuter avec nous de l'utilisation des incitations financières pour promouvoir certains comportements de santé. Alors, c'est une question qui peut paraître un peu étonnante, mais enfin, comme vous le savez, les comportements sont en économie issus de tout un tas de réflexions des individus, et on peut essayer de faire des choses pour amener les gens à modifier leur comportement. Alors, dans la vie, ce qu'on fait souvent pour les comportements de santé publique, certains d'entre vous ont dû recevoir un bon pour se vacciner contre la grippe, certaines d'entre vous peut-être pour faire une mammographie, et puis pendant le Covid, vous vous souvenez, il y a eu des spots de pub, on nous a mis un vaccin gratuit, on nous a même mis un pass sanitaire. Donc un pass sanitaire, c'était quand même un peu raide, hein, puisqu'on nous empêchait un peu de faire quelque chose. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas fait du tout en France, et que d'autres ont fait, c'est d'utiliser des incitations. Alors les incitations, c'est quoi? Si je prends l'exemple de la vaccination, pendant la Covid, il y a des gens aux États-Unis, au Canada, qui donnaient une bière quand on avait un vaccin, un donut. Et puis, il y a eu des gens plus inventifs qui ont donné des tickets de loterie où seuls pouvaient participer les gens vaccinés. Dans l'Ohio, c'était quand même $1 million qu'on pouvait gagner. Et ça, c'était pendant 5 semaines successives. Et donc, la question qu'on se pose aujourd'hui avec les 4 intervenants, c'est de savoir comment ça marche. Est-ce que ça peut marcher ou pas? Comment? Pourquoi? Comment ça se situe par rapport à d'autres instruments de politique économique? On va discuter aussi ensemble de savoir quand même si c'est un peu éthique ce truc-là. Est-ce que c'est pas un peu gênant? Ou en tout cas, pourquoi la France, elle a refusé, mais totalement, de regarder cela? Alors que bon, en Amérique du Nord, on l'a fait, mais il y a des gens plus proches de nous, en Europe, qui l'ont fait aussi, hein, en Grèce, par exemple, ou dans le nord de l'Europe. Et puis, on va discuter aussi comment ça se situe dans le système de soins. Est-ce qu'il n'y a pas des instruments qui ressemblent déjà un peu à ça? Et puis, on va se demander si c'est pour toutes les populations, c'est quelque chose de bien, et en particulier les populations les plus modestes, qui sont souvent les plus éloignées de ces comportements de soins. Alors, nous allons faire tout ça grâce à 4 merveilleux intervenants. Alors, dans l'ordre ou des leurs ordres, nous aurons tout d'abord la chance d'entendre Léontine Golzald, qui est professeur à l'IESEG et chercheur à l'université de Lille. Nous aurons ensuite Clémence Thébault, qui est maître de conférence à l'université de Limoges, toutes deux en économie. Ensuite, nous aurons Nicolas Vignet, qui est professeur en maladies infectieuses à l'université Paris-Sorbonne, Paris-Nord, hein, il y a trop de Paris, Sorbonne-Paris-Nord, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et enfin, nous aurons Jérôme Widver, qui est professeur à l'université de Bordeaux, en économie aussi. Et donc, et puis moi, un petit peu, Florence Juzeau, professeur à l'université Paris-Dauphine, qui va animer ce débat. Donc, je commence par donner la parole à Léontine Golzald, et puis on y va. Donc vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions après les premières interventions, et puis aussi en ligne, hein, pour ceux qui nous suivent. Bonjour à tous. Alors, je vais m'appuyer sur quelques slides pour vous présenter en fait la manière dont fonctionnent les incitations financières. Et donc, dans le premier slide suivant celui-ci, l'idée en fait des incitations financières, ça repose sur la manière dont les économistes conçoivent la décision individuelle. Et typiquement, la décision de fumer, comme toutes les décisions que nous prenons, repose en fait sur un arbitrage coût-bénéfice. Et on va adopter une décision dès lors que les bénéfices associés à cette décision vont être supérieurs aux coûts. Or, si on regarde en fait de plus près, par exemple, la décision de fumer, on peut voir ici dans cette balance les coûts et les bénéfices. Donc, si on commence par les bénéfices, on fume parce qu'on éprouve une certaine satisfaction lorsque l'on fume. Or, les coûts, eux, sont déjà plus nombreux, vous voyez cela directement, et comportent des coûts immédiats comme le prix du tabac, donc c'est-à-dire combien va coûter un paquet de cigarettes, mais aussi des coûts en santé, c'est-à-dire les problèmes de santé qui peuvent se produire dans le futur et dont on n'est pas sûr qu'ils vont se produire. Il y a aussi les coûts qui sont pour la société, c'est-à-dire ceux générés par le tabagisme passif, mais aussi plus largement les coûts associés, merci Florence, les coûts associés au coût des soins pour les personnes qui ont des maladies liées au tabac.
Donc, étant donné l'importance des coûts et des bénéfices, on pourrait se dire que les personnes ne vont pas fumer puisque les coûts semblent quand même bien supérieurs aux bénéfices. Or, les coûts qui sont ici montrés en orange, en fait, ne sont pas des coûts qui sont immédiats. D'accord ? Vous avez des coûts qui sont décalés dans le futur. Or, on sait que les individus ont quand même tendance à porter un poids bien inférieur à ce qui va se passer dans le futur que ce qui se passe dans le présent, et donc en fait vont d'une certaine manière minimiser les problèmes futurs liés à leur santé. Et le tabagisme passif et le coût pour la société, là, en fait, ne sont pas des coûts pour l'individu qui prend la décision, c'est des coûts pour d'autres. Et donc aussi, ces coûts risquent de ne pas être pris en compte. Donc c'est ce qu'en économie, on appelle des externalités négatives, qui ne rentrent donc pas dans l'arbitrage. Or, quand on a cette décision, les outils à disposition pour le décideur public en termes de politique économique, vous connaissez évidemment la taxe. Donc la taxe, typiquement, c'est une politique économique qui va essayer de viser le prix du tabac. Donc en augmentant le prix du tabac, on va réduire la consommation, sous condition évidemment que lorsqu'on augmente les prix, les personnes diminuent leur consommation de tabac, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, et notamment pour des populations qui auraient du mal à arrêter de fumer, typiquement. Et ici, pour ces personnes, ça va augmenter la part du budget qu'elles vont consacrer au tabac et donc potentiellement les appauvrir. Et si on voit que ce sont les personnes les plus précaires qui ont justement plus de mal à arrêter de fumer, la taxe ici pourrait générer un accroissement des inégalités sociales de santé. Enfin, je vous parle de ce pourquoi on est là aujourd'hui, des incitations financières. Mais je voulais d'abord vous présenter la taxe, qui est en fait une incitation financière négative. D'accord ? Alors que l'incitation financière dont nous parlons ici, c'est l'incitation positive. C'est-à-dire qu'on octroie une somme d'argent conditionnellement à un changement de comportement de santé. Donc, dans mon exemple ici, le fait d'arrêter de fumer. Donc, l'idée ici, c'est de compenser en fait la perte de satisfaction qui est liée au fait d'arrêter de fumer et d'essayer de maintenir l'effort pour arrêter de fumer. Et donc, ça peut réduire la consommation et ça augmente le budget de ceux qui arrêtent de fumer. Donc, en termes d'équité, par rapport à la taxe, la question est quand même moins importante. Alors, maintenant que je vous ai présenté le mécanisme par lequel les incitations financières fonctionnent, la question est de savoir, fonctionnent-elles ? Donc j'ai sélectionné ici 2 exemples de programmes d'incitation financière qui sont en fait 2 expérimentations d'incitation financière qui ont eu lieu en France et en Suède. La première dont je vais parler, c'est pour aider les femmes enceintes fumeuses à arrêter de fumer. Pour vous donner une petite idée, en France, vous avez actuellement 12% des femmes enceintes qui fument pendant leur 3e trimestre de grossesse. Donc, ce n'est pas un petit problème de santé publique. Donc, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les autres dispositifs, typiquement les patchs, etc., ne fonctionnent pas pour les aider à arrêter de fumer. Donc, les incitations financières sont un outil supplémentaire qui pourrait être utilisé. Donc, il y a cette étude à laquelle Florence et moi avons contribué, qui en fait invite des femmes enceintes fumeuses qui veulent arrêter de fumer à un programme d'incitation financière. Donc elles peuvent être randomisées, c'est-à-dire allouées à un groupe dans lequel elles ont le suivi classique ou dans le cadre suivi classique plus incitation financière. Donc les incitations financières ici ne remplacent pas les soins. Et on mesure leur tabagisme chaque mois et voilà comment marche notre dispositif d'incitation financière. Donc là, en fait, pendant 6 mois, on les voit chaque mois, et à chaque fois qu'elles viennent à leur rendez-vous avec la sage-femme, ont-elles fumé, oui, non. Et ici, si elles n'ont pas fumé, donc si elles sont abstinentes, elles ont pour le premier mois 40 €. Si le mois d'après, elles n'ont toujours pas fumé, elles ont 60 € en plus. Et vous voyez, en fait, à chaque fois qu'elles sont abstinentes, le montant qu'elles obtiennent augmente. Et donc, en fait, on a une incitation financière qui augmente avec le temps pendant lequel elles sont abstinentes. L'idée ici, c'est d'inciter au fait d'avoir une abstinence continue pendant toute la grossesse. C'était une intervention que nous avons fait auprès de 460 femmes en France, dans plusieurs maternités. Et ce qu'on trouve ici, c'est qu'il y a un impact à la fois pour les femmes enceintes fumeuses, puisqu'elles ont 2 fois plus de chances en fait, d'arrêter de fumer pendant toute leur grossesse. Et surtout, en fait, on voit des effets sur les nouveau-nés. D'accord ? Et donc là, on voit que les nouveau-nés ont moins de risques en fait, d'être nés avec un faible poids de naissance, c'est-à-dire un poids inférieur à 2,5 kg, et ils ont aussi moins besoin de soins d'urgence à la naissance.
Voilà pour le premier exemple. Ici, le deuxième exemple, c'est sur la vaccination Covid, comme tu en parlais, Florence. Et donc là, c'est en Suède. En 2021, ces chercheurs qui viennent de plein de pays d'Europe différents ont mis en place une incitation unique pour un rappel de la vaccination Covid. Les personnes, si elles se faisaient vacciner, avaient 24 €. Et ce qu'on voit, c'est que ça augmente largement le taux de recours à la vaccination. On passe de 72% à 76%. Et surtout, ce qu'on voit, en fait, qui est intéressant, c'est que non seulement ça augmente, donc il y a des gens qui ne seraient pas allés se faire vacciner, qui vont se faire vacciner, mais aussi ils se vaccinent plus vite, ce qui a quand même un sens lorsqu'on essaie de contrôler la diffusion d'une épidémie. Et surtout, ces chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ne se sont pas arrêtés là. En fait, ils ont regardé aussi, mais est-ce que ça va changer les comportements de vaccination après, quand on les incite plus, quand on donne plus d'argent? Et ils voient aucun changement. D'accord? Alors, maintenant que je vous ai sélectionné 2 programmes dont on a montré l'efficacité, évidemment, la question, c'est est-ce qu'on peut passer de l'expérimentation à la mise en place dans les soins courants? Et donc là, en fait, il y a beaucoup de questions qui peuvent être soulevées. J'en ai sélectionné quelques-unes, dont je pense nous allons reparler par la suite. C'est aussi le cadre dans lequel ces incitations financières sont expérimentées. Et est-ce que ça correspond vraiment au cadre dans lequel on pourrait généraliser ces dispositifs en France? Donc en fait, les études, là, sont dans des contextes très divers. Vous voyez, ça peut être dans le contexte clinique, à l'hôpital, dans les maternités. Ça peut être, en fait, dans le contexte des entreprises. Beaucoup de ces études ont lieu aux États-Unis. En fait, c'est les entreprises, avec leurs assurances, qui mettent en place typiquement des dispositifs pour aider leurs employés à arrêter de fumer, à faire plus de sport, etc. Donc on peut s'interroger en fait sur la transposition entre des cadres expérimentaux dans des contextes très précis, avec les cadres dans lesquels on voudrait les implémenter en France. Et aussi, il me semble important d'attirer votre attention sur à quoi s'ajoutent les incitations financières. Est-ce que ça vient remplacer quelque chose qui est existant? Est-ce que ça vient s'ajouter à un dispositif de soins particulier? Et donc, en fait, on peut savoir en fait aussi l'efficacité, elle est relative à quelque chose en particulier dans ces expérimentations. Donc, c'est important en fait de se questionner si le contexte dans lequel on transférait l'intervention a la même base en termes d'offres de soins. Évidemment, on peut aussi s'intéresser sur les modalités de mise en place des dispositifs d'incitation financière. Typiquement, pour qui sont-ils? Là, j'ai parlé des femmes enceintes fumeuses. C'est une population qui est particulièrement à risque. Mais est-ce qu'il est souhaitable d'offrir ce genre de dispositif à l'ensemble des fumeurs pendant toute leur vie? Donc, c'est-à-dire que s'ils recommencent à fumer, on leur permet de re-rentrer dans les programmes. Ou faut-il se focaliser sur les personnes potentiellement les plus précaires, dont on peut penser qu'elles pourraient bénéficier dans leur vie plus de ce budget supplémentaire offert par les incitations financières? Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en fait, l'efficacité de ces dispositifs d'incitation financière repose quand même beaucoup sur leur acceptabilité. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord pour le mettre en place? C'est-à-dire qu'en fait, un dispositif de cette nature qui s'inscrit dans le cadre du soin repose sur le fait que, évidemment, les professionnels de santé soient d'accord pour le proposer à leurs patients. Or, s'ils sont contre le fait qu'on offre des incitations financières, en fait, personne ne rentrera dans ce genre de programme. La même chose pour les populations à qui on offre ce genre de dispositif. Si elles ne sont pas d'accord sur le fait qu'on leur offre des incitations financières pour changer leur comportement de santé, personne n'en profitera. D'accord ? Donc en fait, l'implémentation de ce genre de dispositif en France ou dans d'autres pays repose quand même beaucoup sur le fait qu'on accepte que ces dispositifs soient mis en place. Voilà, je m'arrête là, merci. Merci beaucoup Léontine. Alors une question qui m'a été posée et donc je te la délivre tout de suite. Comment être sûr que les femmes enceintes n'ont pas fumé, seulement déclaratif ou avec un test sanguin? Oui. Oui. Alors, effectivement, elles auraient tout intérêt à nous mentir puisqu'il y a effectivement la possibilité d'avoir des incitations financières. Et donc, on avait en fait, non pas une prise de sang, mais un CO-testeur. Donc, en fait, elles doivent souffler dans un CO-testeur et en fonction d'une valeur, on sait si elles ont fumé ou non. Ce n'est pas une mesure parfaite du fait d'avoir fumé, mais c'est la mesure qui est justement utilisée en soins courants. Très
Très bien, merci. C'est une question qui a été posée 2 fois. Évidemment, on peut s'intéresser à ces comportements stratégiques qui pousseraient les gens à raconter n'importe quoi. Très bien. Alors, je propose que Clémence Thébault nous parle maintenant un petit peu, sans doute, de questions d'éthique, puisque quand même Clémence a une double casquette, je vais dire, puisque Clémence est économiste, mais un passé de philosophe. Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous présenter un travail qui a été mené dans le cadre d'une équipe de recherche qui comprend donc plusieurs chercheurs, y compris Léontine, Florence et Jérôme. Et le travail que nous avons mené a été également mené en collaboration avec Clara Rouault, qui nous a beaucoup aidé sur la revue de littérature. Donc, l'objectif de ce travail, c'était d'étudier l'acceptabilité de la population générale vis-à-vis de ces incitations financières. On voulait savoir si cette acceptabilité était susceptible de varier en fonction des contextes dans lesquels ces incitations pouvaient être proposées, si elles étaient plus ou moins acceptables pour l'arrêt du tabac, pour la participation au dépistage, pour de la vaccination ou encore pour inciter les individus à engager une activité physique. La deuxième question, c'est de savoir si ces incitations financières sont plus ou moins acceptables si elles s'adressent aux patients ou si elles s'adressent aux professionnels de santé. Donc, pour le dire autrement, ce qu'on voulait savoir et ce qu'on cherche à savoir, c'est si la population générale est globalement favorable ou défavorable aux incitations financières et, le cas échéant, sur la base de quel argument. Donc pour ça, on travaille en 2 temps. Une première étape de travail consiste à faire une revue de littérature sur les arguments éthiques qui sont émis par les acteurs et que nous avons étudié avec une méthodologie qui est proposée par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et dans un deuxième temps, on va mener une enquête en population générale pour interroger les individus et mesurer leur adhésion vis-à-vis des différents arguments éthiques qu'on a pu identifier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un argument éthique ? Un argument éthique, ici, on va proposer de considérer que c'est un argument qui met en jeu des valeurs en référence à la notion de bien ou de mal. Donc, par exemple, est-ce que c'est bien ou mal de mettre en place des incitations financières ? Est-ce que c'est juste ou injuste ? Donc, ces arguments éthiques, ils vont contraster avec des arguments qui mettent en jeu des faits en référence à la notion de vrai ou de faux. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Léontine. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pareil pour tout le monde ? Est-ce que c'est coûteux ? Voilà. Donc nous, ici, on s'intéresse uniquement aux arguments éthiques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer en fonction d'une grille d'analyse qui a été proposée par 2 bioéthiciens, Beauchamp et Childress, et qui ont proposé de classer les arguments éthiques autour de 4 principes. Bienfaisance, non-malfaisance, autonomie, justice. Donc cette méthode, en fait, on l'appelle le principisme, et donc elle s'appuie sur l'hypothèse selon laquelle, dans la morale commune, c'est comme ça qu'ils appellent ça, en population générale, quand on est de bonne foi et raisonnable, on est à peu près tous d'accord que les 4 principes sont souhaitables. On aura peu de gens qui nous diront non, c'est très très mal de chercher la bienfaisance, non, la justice, vraiment, je ne suis pas d'accord. Non, en général, on est à peu près tous d'accord, les 4 principes sont souhaitables en soi. Le problème, en fait, éthique, il émerge quand on ne peut pas respecter en même temps les 4 principes et qu'on va être obligé de sacrifier un principe pour en préserver un autre. Voilà, c'est comme ça que émerge un conflit éthique. Un deuxième type de conflit éthique, c'est quand on n'est pas d'accord sur l'interprétation du principe. On va le voir ensemble, par exemple, sur l'autonomie. On n'interprète pas les uns ou les autres l'autonomie de la même façon. Voilà. Donc, on a réalisé avec Clara Rouault cette revue de littérature et donc ça nous a permis d'arriver aux conclusions suivantes que je vais vous résumer maintenant. Donc, les incitations financières sont globalement justifiées du point de vue du principe de bienfaisance, puisque, comme on l'a vu ensemble, en tout cas dans certains contextes, leur efficacité a été démontrée. Ça veut dire qu'elles permettent effectivement de changer les comportements, de réduire des facteurs de risque et donc d'apporter des bénéfices de santé à court, moyen et long terme. Du point de vue du principe de non-malfaisance, il n'y a pas vraiment d'argument qui justifierait de ne pas accepter les incitations financières. Ce n'est pas l'argument de non-malfaisance qui va prévaloir dans les discussions et dans les controverses. Le seul argument qu'on a pu identifier, c'est le fait qu'il y aurait un risque de sentiment d'échec
des personnes en cas de non-atteinte des objectifs. Mais cet argument, il est relativement minoritaire. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir aussi un sentiment d'échec de ne pas réussir à arrêter de fumer ou de ne pas réussir à changer un comportement indépendamment des incitations financières. Donc ce n'est pas un argument qui va réellement peser dans la balance. En revanche, finalement, les conflits éthiques, ils vont surtout émerger autour de la notion d'autonomie. Et là, on a identifié l'existence d'un conflit sur l'interprétation de l'autonomie. On a d'un côté des acteurs qui vont avoir une conception souple de l'autonomie qui va les conduire à être plutôt favorables aux incitations financières, d'autant qu'elles sont justifiées par le principe de bienfaisance. Et puis à l'inverse, on a d'autres catégories d'acteurs qui, eux, vont avoir une conception plus stricte de l'autonomie et qui va les amener à s'opposer à ces incitations financières. Pourquoi ? Bien, bon, globalement, les incitations financières, ça consiste quand même à essayer d'influencer le comportement des gens. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que cette influence, elle est vraiment trop problématique sur le plan de l'autonomie ou pas. Donc pour les tenants d'une approche souple de l'autonomie, qu'on qualifie techniquement, on va résumer toutes ces positions sous le terme de paternalisme libertaire, on va considérer qu'en fait, non, c'est pas vraiment un problème vis-à-vis de l'autonomie parce que d'une certaine façon, les incitations financières, elles vont pousser le patient à agir et aller dans la direction qu'il sait être la bonne, mais qu'il n'arrive pas lui-même à implémenter parce qu'il est influencé par des biais cognitifs ou temporels. Mais une fois qu'on aura permis de le libérer de ces biais cognitifs ou temporels, il va bien adopter le chemin qu'il souhaite avoir. Donc ces biais cognitifs ou temporels, pour dire très simplement, ça peut être l'aversion, ça peut être par exemple la préférence pour le présent, la procrastination, ou ça peut être également l'inertie, le fait d'avoir une difficulté à mettre en place un changement. Le deuxième point qui justifie ces incitations financières du point de vue du principe d'autonomie, c'est de dire qu'on va finalement ajouter une motivation extrinsèque à une motivation intrinsèque, mais que donc la motivation extrinsèque, c'est la somme d'argent, la motivation intrinsèque, c'est l'envie de mettre en place le changement. Et une fois qu'on a réussi à implémenter ce changement, eh bien là, la motivation intrinsèque va suffire. Le principe simple, c'est que j'ai jamais envie d'aller courir, mais une fois que je suis allé courir, d'abord je suis content, et ensuite, après, je vais l'intégrer progressivement dans ma routine. Mais il y a des tenants d'une approche stricte de l'autonomie qui, eux, vont considérer que ces incitations financières elles sont inacceptables du point de vue de l'autonomie. Il y a d'un côté la conception kantienne de l'autonomie qui considère que être autonome, c'est agir par devoir. C'est agir pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, le devoir nous dicte d'avoir un comportement bon pour notre santé, pour nous-mêmes ou pour autrui. Et quand on va changer notre comportement pour l'incitation, ce n'est pas une bonne raison d'agir. La bonne raison d'agir, ce serait de le faire parce que c'est la bonne attitude. La deuxième justification, la deuxième opposition aux incitations financières au nom du principe d'autonomie, elle est complètement alternative à la conception kantienne. C'est la conception libertarienne. C'est le fait de dire finalement les gens, ils ont leurs valeurs, leur système de vie, et on n'a pas à chercher à les influencer, à pervertir d'une certaine façon leur système à eux de valeurs, qui est le plaisir qu'ils ont à avoir un mode de vie et à imposer une conception sociale extérieure de ce qu'est un bon comportement de santé. Voilà. Et puis enfin, il y a un dernier point qui là, est plutôt complémentaire, qui peut d'ailleurs s'articuler avec tous les autres, qui est le fait qu'il y a une forme de risque d'atteinte à la vie privée dans les comportements, parce que d'abord, pour mesurer l'adhésion, c'était la question posée, pour mesurer l'adhésion, faut poser un tas de questions sur les modes de vie, voire même réaliser des tests biologiques, donc on va quand même s'immiscer dans la vie privée des gens, et éventuellement, il y a toujours ce risque de sentiment d'échec ou si la personne n'arrive pas à atteindre les objectifs. Voilà, j'ai bientôt fini. Du point de vue du principe de justice, ça ne pose pas tellement de questions, sauf qu'un des arguments, c'est le fait que les personnes, certains acteurs considèrent qu'il n'est pas juste que certaines personnes soient payées pour un comportement que les autres adoptent gratuitement. Donc voilà, ça c'est un problème qui relève du principe de justice. En revanche, ce principe de justice, il va être beaucoup plus accru lorsqu'on va s'intéresser aux incitations financières qui viseraient les populations les plus défavorisées. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les conflits éthiques vont être accrus sur tous les principes. Accrus parce qu'en termes de bienfaisance, ça va être plus efficace pour eux, parce qu'il y a plus de facteurs de risque pour eux, parce qu'il y a plus de prévalence de ces comportements, et donc une plus grande efficacité sur leur état de santé.
L'incitation financière, elle va également potentiellement être plus efficace parce que quand on a un faible revenu, la même quantité d'incitation va avoir un effet plus important parce que, évidemment, si on vous donne 100 € et que vous en gagnez 1000, ça représente une valeur, ça vous donne plus de bien-être que si vous en gagnez 2000 ou 3000 ou 4000 €. Hein, donc ça va être intrinsèquement plus efficace. Mais la question de l'autonomie, elle va elle aussi être accrue parce que justement, comme vous avez un plus faible revenu, vous êtes plus susceptible d'accepter, de rentrer dans ce programme, alors même qu'en fait, ce n'est pas vraiment votre souhait, mais la pression financière, votre contrainte de revenu est tellement forte que vous acceptez de changer votre comportement en dépit de vos préférences individuelles. Et enfin, des questions de justice. Puisque les personnes les plus défavorisées ont moins de chances de succès que les personnes âgées, les personnes aisées parce qu'on sait qu'il y a tout un environnement qui va être plus difficile, mais mes collègues vont en parler tout de suite. Et donc la question qui va se poser, c'est faut-il ou pas adapter les objectifs en fonction de cet environnement social, de sorte qu'il n'y ait pas finalement une forme d'injustice intrinsèque au sein du groupe où ce serait plus facile pour les personnes les plus riches de changer leur comportement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en charge éventuellement avec une adaptation, donc ce n'est pas forcément une raison de refuser les incitations. Voilà. Je vais m'arrêter là. Juste en conclusion, dire que globalement, les principaux conflits éthiques portent en population générale sur l'interprétation du principe d'autonomie, où on voit que là, en fonction de l'interprétation qu'on donne, on va être plus ou moins favorable aux incitations financières, et par conséquent, un conflit entre autonomie pour ceux qui ont une interprétation qui les amène à être défavorables aux incitations financières, et bienfaisance, puisque là, pour le coup, les incitations financières sont justifiées au nom du principe de bienfaisance. Et juste souligner que bien ce conflit entre autonomie et bienfaisance, il va être exacerbé pour les incitations financières qui s'adressent aux personnes plus défavorisées. Merci. Alors, un bref résumé pour les personnes qui nous ont rejointes immédiatement. Donc, on discute de l'utilisation d'incitations financières positives comme conditionnellement à l'atteinte d'objectifs, de changement de comportement, que ce soit se faire vacciner, arrêter de fumer, perdre du poids, faire son dépistage du cancer du côlon. Et donc, Léontine Golzald nous a présenté la manière dont ça peut marcher, et en fait, comment c'est une manière d'être le good cop plutôt que le bad cop en mettant des taxes ou des pénalités. Et Clémence Thébault nous a dressé les questionnements qui sont souvent importants autour de ce genre d'instrument. C'est l'idée que ce serait quand même fondamentalement gênant, inacceptable. En fait, et on sait qu'on est... Je pense que dans notre système de santé, il y a beaucoup de gens, en France en tout cas, qui sont extrêmement kantiens, et où l'idée de la morale, de se dire quand même que les gens devraient faire les choses pour les bonnes raisons, et notamment si on pense à l'exemple qu'a présenté Léontine sur les incitations financières données aux femmes enceintes sur le tabac pour arrêter de fumer, les gens trouvent un peu inacceptable qu'elles s'arrêtent de fumer parce qu'on leur donne 40 € alors qu'elles n'avaient pas réussi à s'arrêter de fumer, juste pour le bien-être de leur enfant. Et on voit bien derrière une idée un peu scandaleuse, mais pour autant dans une optique terriblement conséquentialiste et pragmatique. Et c'est pour ça que outre-Atlantique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté. Eh bien, on peut se dire, finalement, peu importe la raison... Est-ce que la fin justifie les moyens, et est-ce qu'on ne peut pas mettre en place ça ? Voilà. Alors, je vous propose de passer à l'intervention de Nicolas Vignet, donc professeur en infectiologie et maladies infectieuses, qui fait aussi pas mal de santé publique, et qui va nous parler notamment des questions de modification des comportements à risque des personnes précaires et défavorisées. Merci. Donc, en effet, moi, je suis médecin et je ne suis pas un spécialiste de la... en tout cas, je ne mène pas de recherche sur les incitations financières en santé. Donc, je suis le naïf de la table ronde, mais je pense que, par contre, je suis un acteur de terrain qui accompagne des populations qui peuvent être concernées par l'objet de notre discussion, et que c'est à ce titre-là que j'interviens. Donc en tout cas, comme j'y ai été invité, j'ai essayé d'y réfléchir. Merci. Et je pense que c'est une question... c'est un débat intéressant. C'est un débat que globalement, on n'a pas ou peu
dans le système de santé, parce qu'en effet, je suis infectiologue, mais je suis aussi médecin de santé publique, et donc dans les cercles français de construction de programmes de prévention, de réflexion sur les parcours de soins des individus, sur l'accès aux soins, c'est des choses qu'on entend peu, probablement parce que ça pose des questions, enfin ça matche pas vraiment avec les postures morales ou la vision qu'on a de la santé publique. Donc je crois que c'est un point important. On l'a dit, mais on est passé un peu vite, et je pense que si on s'attaque pas d'abord à ce point-là, on aura beau faire des études randomisées qui montrent l'efficience, on aura du mal à avancer. Je pense que ça pose aussi la question en France de comment on construit nos politiques de santé publique. Est-ce qu'on les construit parce qu'elles sont acceptables pour celles et ceux qui devront les porter, ou est-ce qu'on les base sur l'évidence et sur la science qui, de ce qu'on entend ce matin, nous motiverait à quand même considérer sérieusement ces outils. Mais c'est pas la question qu'on m'a posée. La question qu'on m'a posée, mais tu as le droit d'y répondre quand même. Hein. Voilà. Est-ce que la question se pose différemment pour les populations en situation de précarité ou cumulant des facteurs de vulnérabilité? Clémence vient d'y répondre en partie à la fin de son intervention, en disant que, en tout cas d'un point de vue éthique, ça semblait être beaucoup plus évident et poser moins de questions parce que les atouts, les avantages semblent dépasser largement les inconvénients. Ça rejoint un peu presque, j'aurais dit spontanément, sans en être un spécialiste. Parce que, donc moi, je vous ai dit que j'étais médecin, mais je vous ai pas dit où je travaillais. En fait, je travaille en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, dans un hôpital qui s'appelle Avicenne. Et vous savez sûrement que la Seine-Saint-Denis est un département français où beaucoup d'habitants sont en situation de précarité. On a aussi beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration. Et donc, les inégalités sociales de santé et l'impact des déterminants sociaux de la santé sur à la fois les comportements des individus, parce qu'en effet, la précarité a un rôle sur la consommation de tabac, d'alcool, de substances, sur les comportements alimentaires, sur la sédentarité, mais aussi sur l'accès aux soins, mais aussi sur l'altération des parcours de soins, et donc, in fine, sur la santé des individus, et parfois de leur entourage, quand c'est des enjeux en tant qu'infectiologue, où on soigne des maladies transmissibles, ça concerne aussi la communauté. Et donc, les questions ne se posent pas exactement pareil dans nos contextes, enfin dans mon contexte, que dans des contextes un peu plus généraux où, certes, tout le monde ne roule pas sur l'or, mais quand même, les personnes sont mieux outillées pour faire évoluer leur comportement, pour peu que d'un point de vue cognitif, les choses puissent évoluer. Et du coup, quand j'ai été invité à participer à cette table ronde et que je me suis posé la question, j'ai presque trouvé le sujet un petit peu décalé par rapport à mes réalités, parce qu'en fait, nous, on soigne des personnes qui, parfois, n'ont pas suffisamment de moyens ou de revenus pour assurer des urgences du quotidien. Ça peut aller pour certaines jusqu'à l'insécurité alimentaire, donc des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir. Et nous, soignants, les leviers qu'on peut activer, c'est ceux du soin, de la prévention, qui ne sont pas toujours les leviers du social. Alors, il y a bien sûr des politiques sociales en France qui permettent d'obtenir des aides sociales qui sont là pour accompagner ces personnes-là. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas en bénéficier aussi facilement que ça, et en particulier pour ce qui est de mon contexte, les personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont en situation irrégulière, n'ont le droit à rien. Donc en fait, on fait face à des pressions sociales très importantes pour lesquelles on n'a pas les leviers. Et si demain on avait les leviers de pouvoir activer un soutien financier pour nos patients, ça nous paraît assez évident que ça contribuerait à faciliter déjà le caractère audible du discours qu'on délivre et des recommandations de ce qui peut être des comportements qui peuvent apporter un bienfait pour la santé, mais aussi de la fluidification des parcours de soins. Donc c'est quelque chose qui, je pense, doit être interrogé différemment en fonction de la population de laquelle on part. Et je crois que le débat tel qu'il est posé aujourd'hui en France
mais je suis heureux d'avoir entendu votre conclusion, néglige un petit peu cette réalité-là. Et donc finalement, dire ça, ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'incitation financière, il s'agit tout simplement d'argent et de pauvreté, et ça rejoint, pourquoi pas donner des leviers aux soignants, professionnels de la santé publique, pour qu'ils puissent activer des leviers contributifs pour des personnes, si en plus ça va dans le sens d'une amélioration de leur état de santé. Ça ne me semble pas être inéthique que de dire ça, mais c'est aussi questionner plus globalement notre système de protection sociale, peut-être d'autres problématiques qui n'ont pas été citées là, mais qui étaient sorties dans le débat politique il y a quelque temps, comme le revenu universel ou d'autres modalités d'assurer un minimum aux individus pour qu'ils puissent vivre. Alors après, donc donner au monde de la santé et de la santé publique des leviers financiers, moi je trouve ça intéressant. Personnellement, ça ne me pose pas de problème moral et éthique. Par contre, je pense que ça en pose à beaucoup de mes confrères et mes consoeurs et que c'est un vrai sujet. Pourquoi ça en pose à mes confrères et mes consoeurs ? Il ne faut pas oublier que, en tout cas pour ce qui est des médecins, il y a quand même quelque chose qui est l'ordre du rapport de classe entre les professionnels de santé qui ont fait des études longues et qui ont des revenus confortables et les personnes qu'on accompagne. Donc on ne fait pas partie du même milieu social et donc ça nécessite un travail, une formation et une acculturation que de pouvoir se décentrer et comprendre les réalités de ceux qu'on accompagne. Et tous mes confrères et mes consoeurs n'ont pas fait ce travail-là, je pense. Et du coup, il peut y avoir parfois, même souvent, une certaine posture morale face à des comportements défavorables à la santé, qui considèrent que si les personnes ne font pas ce qu'il faut pour leur santé, c'est leur responsabilité, ils avaient qu'à, et donc on ne va pas non plus se plier en quatre et en plus leur donner de l'argent pour changer. Donc ça c'est un vrai frein, et vous l'avez cité, je pense que les économistes l'ont bien identifié, parce que ça fait longtemps qu'ils s'intéressent aux soignants et qu'ils ne sont pas naïfs. Mais en tout cas, si jamais on voulait implémenter ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il faudrait travailler. En tout cas, moi, c'est quelque chose, pas sur les incitations financières, mais en tout cas sur faire évoluer les représentations que les soignants ont des personnes en situation de précarité en particulier. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, moi, en tant qu'universitaire, en essayant de former les plus jeunes et d'essayer de faire évoluer les choses différemment. Et juste pour finir, parce que sinon je vais être trop long, peut-être quand même les travers de l'outil, c'est que, on l'a dit, mais on est peut-être passé un peu vite, mais il y a quand même un point qui fait beaucoup de débat, c'est certes, c'est efficient, y compris dans des études de haut niveau de preuve, comme celle auxquelles vous avez participé. Mais qu'est-ce qu'il en est de la pérennité de ce changement de comportement ou de l'amélioration de ce parcours de soins, de l'efficience ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ce qui marche aujourd'hui marchera demain ? Alors c'est sûr, une grossesse, ça dure 9 mois, on est sur un temps court, donc c'est peut-être plus facile à porter. Quand on veut qu'une personne en situation d'obésité adopte des comportements alimentaires à l'échelle de sa vie, qu'un fumeur soit abstinent au long cours, etc., on est sur je pense, une complexité qui est plus importante. Et c'est pour ça que je pense que le débat, il ne faut pas l'enfermer uniquement dans cette mesure qu'est l'incitation financière, mais je pense qu'il faut la penser comme une mesure parmi d'autres. Et ce qu'il faut essayer de proposer aux individus, ce n'est pas des mesures uniques, c'est plutôt des programmes qui mobilisent l'ensemble des outils qui ont démontré leur intérêt pour améliorer la santé des individus. Et peut-être que ça doit être un outil qui doit être utilisé en un temps. Moi, je me disais en vous écoutant qu'en fait, c'était peut-être aussi une bonne manière, les incitations financières, au-delà de les conditionner à la modification de comportement. Déjà, si on les conditionnait tout simplement au fait que les personnes fréquentent des programmes de prévention ou leurs professionnels de santé, je suis sûr qu'on serait en capacité de démontrer une amélioration de leur état de santé. Parce que nous, une de nos difficultés avec les personnes qui cumulent les vulnérabilités, c'est qu'on a des difficultés de suivi. Parce que comme elles ont d'autres urgences de survie ou sociale, parfois la consultation chez le médecin, le rendez-vous chez l'infirmière d'éducation thérapeutique, chez la diététicienne, on fait sauter parce que faut trouver à manger, j'ai rendez-vous à la préfecture ou il faut que j'aille travailler dans le bâtiment pour ramener à manger à ma famille le soir. Donc voilà, si ça peut aussi ramener vers
et consolider le lien. Je pense que ça peut être aussi une manière intéressante d'entrer dans quelque chose qui peut avoir d'autres effets de fait d'un programme plus global. Voilà, donc je vais en rester là pour l'instant. Mais merci beaucoup pour ces éléments. Et effectivement, alors on avait déjà fait au GECO des tables rondes autour des inégalités sociales de santé. Et alors c'est une forme de continuum, hein. On observe, vous avez peut-être vu, quoi que ce soit pour le recours aux soins et pour les soins de prévention en particulier, une adoption de plus en plus forte de la consommation de soins ou des comportements de prévention lorsque le revenu augmente ou le niveau d'éducation augmente, mais avec vraiment un effet extrêmement fort autour des personnes en situation de précarité. Et il est vrai qu'on a parfois du mal à imaginer ce que peut être le quotidien des personnes qui sont dans ces situations. Donc, merci pour ces témoignages et le travail de terrain que tu fais pour le faire comprendre. C'est vrai que je suis frappée quand je fais de la formation continue avec des professionnels de santé qui pourtant ont accepté de suivre mon cours, donc a priori sont intéressés par le sujet, comme ils semblent découvrir que la vie peut être extrêmement complexe, stressante, et que, eh bien voilà, on mange ce qu'on trouve, et qu'un petit peu de sucre, ça peut parfois être un réconfort. Voilà. Jérôme Widver, si tu veux bien nous donner quelques mots de ce que tu penses de l'intégration de ce genre de programme au sein de notre système de santé. Est-ce que ça existe? Comment ça pourrait exister? Oui, merci Florence de nommer la parole. Donc moi, je suis économiste et pas médecin. Et ce que je proposais de faire, avant de répondre directement à la question que tu viens de poser, Florence, c'est de resituer les questions de prévention et de promotion de la santé dans le système de santé en France en particulier. Et je voulais commencer par rappeler quelles étaient les faiblesses de notre système de santé très très rapidement. Donc on vient d'en évoquer une concernant les inégalités sociales de santé. Évidemment, on les constate partout. Mais on n'est pas très bon en France. C'est-à-dire que si on se compare par rapport à nos voisins européens, les inégalités sociales sont sensiblement plus fortes en France, que ce soit pour l'état de santé ou le recours aux soins. Donc une des faiblesses de notre système de santé, par rapport à nos voisins européens, les systèmes les plus immédiatement comparables, c'est qu'on n'est plutôt pas bon. Alors évidemment, c'est des grandes généralités, il faudrait rentrer dans les détails, mais on n'est plutôt pas bon. Donc ce qui vient d'être dit est très important. Le deuxième point où on n'est pas bon, c'est la mortalité prématurée. C'est-à-dire qu'on est à peu près champion du monde sur l'espérance de vie à partir de 60 ans, mais qu'on a une mortalité prématurée, donc avant 60 ans, qui est plutôt au-dessus, qui est même assez nettement au-dessus de la moyenne européenne. Et cette mortalité prématurée, elle est multicausale, elle est évidemment très complexe, mais une des causes, c'est les questions de comportement défavorable à la santé, notamment, au sens très large du terme. Ça, c'est la deuxième faiblesse. Et la troisième, c'est pas vraiment une faiblesse, c'est qu'on a un système de santé plutôt coûteux. C'est-à-dire quand on se compare là aussi par rapport à nos voisins européens, on dépense plutôt plus que nos voisins européens. Je ne parle pas des bons résultats, notre système de santé a aussi de très bons résultats. Mais les points de faiblesse sont quand même des points de faiblesse qui sont en relation avec des questions de comportement à risque, j'ai dit plutôt comportements qui ne sont pas favorables ou défavorables à la santé, c'est sans doute une meilleure expression. Et plus globalement, beaucoup pensent qu'aujourd'hui, les gains de productivité, je vais prendre une expression d'économiste du système de santé, ils sont certainement moins sur les traitements aigus et beaucoup plus sur la prévention et la promotion. Je crois que tout le monde s'accorde à peu près à dire ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire comment construire des interventions, des programmes qui favorisent les comportements favorables à la santé. Et là, c'est là que se situe la question des incitations financières, parce que ce n'est pas si simple de parler de promotion, de prévention. Quand on regarde l'efficience, le coût-efficacité des programmes de prévention, ils ne sont pas tous efficients. Il ne suffit pas de faire de la prévention et de la promotion pour que ça soit réellement efficace. Donc, utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition
pour favoriser les comportements favorables à la santé, en particulier pour les populations les plus précaires, il ne faut certainement pas le négliger. Et donc cette question des incitations financières est évidemment, à mon sens, très importante. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est sur... Alors là, je rejoins la question de Florence sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre système de santé, qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre système de santé. Bien, la première chose que je voulais dire, c'est que ça existe déjà. Au-delà des expérimentations, assez rares quand même aujourd'hui, ça existe déjà et de manière institutionnalisée, mais en faveur des professionnels de santé. Aujourd'hui, les professionnels de santé sont incités à promouvoir des actes de dépistage, des suivis de prévention secondaire de malades chroniques, incités financièrement, c'est ce qu'on appelle la ROSP aujourd'hui, mais qui va changer de nom. Mais rémunération sur objectif de santé publique. Pardon. Donc ça existe aujourd'hui, ça a maintenant une vingtaine d'années, ça s'est progressivement installé dans le système de santé, ça existe à peu près dans tous les systèmes de santé européens, en particulier au Royaume-Uni, qui sont un peu les champions européens de ce type de rémunération. Donc ces rémunérations incitatives existent. Bon, aujourd'hui, là, j'ai regardé les chiffres. Pour un médecin généraliste, c'est entre 5 000 et 6 000 euros par an. Donc on n'est pas loin de 10% des rémunérations des médecins généralistes en France, qui reposent sur des incitations financières positives à promouvoir des actes de dépistage et de prévention en général. Donc le premier point, c'est que ça existe. Ça existe, mais pour les professionnels de santé. Alors on pourra revenir sur est-ce que c'est plus éthique pour les professionnels que pour les usagers. Ils font pas leur travail spontanément ? Pour les usagers du système de soins, on pourra en discuter tout à l'heure, je vous laisserai réagir, mais ça existe. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas contesté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas contesté par les professionnels eux-mêmes en particulier. Et pour quelles raisons ? Pour les raisons qu'on vient d'évoquer, les raisons de concurrence entre ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Alors pour les professionnels de santé, pour faire vite, les motivations intrinsèques, c'est celle à la qualité du travail fourni et l'effet sur leurs patients. Et les motivations extrinsèques, on va dire, c'est les motivations financières pour faire vite. Et donc il y a un grand débat parmi les économistes, parmi les professionnels de santé, parmi tous les observateurs du système de santé. Est-ce que le risque de jouer sur les motivations extrinsèques, donc sur les motivations financières, ne peut pas avoir des effets délétères sur les motivations intrinsèques. Donc, les économistes se sont emparés de ça, notamment les économistes théoriciens. Il y a beaucoup de modèles théoriques qui cherchent à rendre compte de cette éviction possible. Vous voyez l'idée, l'idée est assez simple, c'est de dire si vous jouez trop sur les motivations financières, eh bien les autres motivations vont être moins efficaces. En gros, les médecins vont dire si vous me prenez pour quelqu'un qui n'est intéressé que par l'argent, eh bien je vais vraiment être intéressé que par l'argent. Et je vais arrêter de faire des actes qui sont des actes non intéressés. Donc c'est une vraie discussion sur la question de l'efficacité de ces rémunérations à la performance, comme on les appelle. C'est extrêmement controversé, extrêmement variable, on ne peut pas avoir de données de résultats généraux. Mais ce débat sur le risque d'éviction des motivations intrinsèques, je voulais en finir par là et dire est-ce qu'on peut l'étendre à la question des incitations financières pour les usagers du système de soins en général. On a commencé à avoir le débat, mais je peux en dire deux mots. C'est l'idée que certains de mes collègues de santé publique, puisque je travaille dans un institut de santé publique, donc je suis entouré de médecins de santé publique et d'épidémiologistes, leur première réaction, et tu l'as un peu évoqué, et Clémence aussi, leur première réaction, c'est de dire oui, mais si vous voulez qu'il y ait un changement de comportement durable, profond, à long terme, il faut absolument que les personnes soient convaincues du bien fondé pour elles-mêmes de ce changement de comportement et que l'impulsion initiale de l'incitation financière, elle ne va pas avoir un effet de long terme. On a commencé à en discuter, c'est extrêmement débattu, mais c'est vraiment une question centrale. Et pour faire un peu l'avocat du diable, je peux même aller un peu plus loin, et certains dans les sciences humaines et sociales disent attention au risque qui s'appelle performatif, c'est-à-dire que si vous faites des incitations financières partout, ça va
profondément modifier à long terme les comportements. Les sciences humaines et sociales voilà, les sociologues en particulier disent attention, ce type de discours ce type d'incitation n'est pas forcément neutre sur les comportements de long terme. Donc c'est un peu attention à ce qu'on fait quand on fait des incitations financières. Bon, mon point de vue, c'est un point de vue pragmatique, c'est quand même de dire si ça marche, notamment sur des mesures ciblées, sur des populations ciblées, c'est aussi un risque de ne pas l'utiliser. C'est-à-dire, en gros, il y a une perte de chance. Si vous ne le faites pas et vous savez que ça marche, c'est une perte de chance. Si je prends le cas des femmes enceintes, c'est-à-dire vous dites, je sais que ça marche, je ne le fais pas pour des raisons morales, et donc, de ce fait, je fais une perte de chance pour les enfants. Donc, à partir du moment où ça marche, donc voilà, les questions morales, elles peuvent se retourner également. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci. Et oui, il faut toujours penser que l'inaction, ça a un coût et ça a des conséquences. Et donc, il faut le penser. Alors, avant de lancer quelques questions qui vous sont posées par nos internautes et puis dans la salle. Alors, nous avons... comment situe la France en termes de dépenses de prévention, Jérôme ? En termes de dépenses de prévention, alors les comptes de la prévention sont balbutiants en France. C'est-à-dire on repère très facilement la prévention programmée, c'est-à-dire qui n'est pas en lien avec des actes des professionnels de santé quotidiens, c'est-à-dire les grands programmes de dépistage, ça on évalue les dépenses. En revanche, tout ce qui est acte de prévention au quotidien des professionnels de santé, des médecins généralistes en particulier, ça, aujourd'hui, on le repère mal. Ceci étant dit, les dépenses de prévention en France sont considérées comme étant faibles par rapport aux dépenses totales, si on se compare à nos voisins européens. Mais il y a quand même des questions un peu méthodologiques de comparaison. Donc, ce n'est pas simple, mais ma réponse, ça serait on est plutôt assez nettement en dessous de la moyenne européenne, même s'il y a ce débat méthodologique sur la façon de compter. Très bien. Alors, on me pose des questions sur l'autonomie, Clémence. Jusqu'où faudrait-il aller ? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à carrément tout inciter, l'alimentation, faire du sport au quotidien ? Ou alors est-ce qu'on est quand même sur des actes majeurs, comme l'exemple qui a été donné sur la grossesse, une période continue ? Ou est-ce que tu penses que on pourrait penser qu'on peut tout inciter, tout modifier, ou quand même que les gens, il faut leur laisser un peu d'autonomie dans la vie ? La question est difficile, pardonne-moi. On est toujours dans l'arbitrage entre bienfaisance, non-malfaisance, autonomie. Donc, de toute façon, on ne peut envisager une action qui est discutable sur le plan de l'autonomie que si on a démontré son efficacité. Donc, certainement que les incitations ne sont pas toujours efficaces ou efficientes dans toutes les circonstances. Il y a plein de choses qu'on fait sans avoir besoin qu'on nous incite financièrement. Et là, par ailleurs, il y aurait le risque à long terme qu'évoquait Jérôme, qui est, alors comment est-ce au nom de quel principe ? C'est plutôt une forme de malfaisance à long terme qui serait un effet social à long terme et global de considérer qu'on a, comme on le disait brutalement, à nous payer pour tout. Donc je pense que là, pour le coup, une extension massive des incitations ferait émerger un risque de malfaisance qui là deviendrait au fur et à mesure, qui viendrait potentiellement dépasser la bienfaisance. Mais je ne suis pas certaine que ce soit du coup une question uniquement d'autonomie. Je pense que c'est vraiment en fait l'articulation de ces quatre principes entre eux qui vont se présenter différemment en fonction de l'ampleur et des contextes. Mais on voit quand même que les incitations négatives, elles sont utilisées de manière assez généralisée. On veut encore augmenter les taxes sur le sucre, on a déjà des taxes sur les sodas, sur les produits gras, sur les cigarettes, sur l'alcool. Alors, on a toujours une ambiguïté sur ces taxes pour savoir si elles sont là juste pour collecter de l'impôt. Il faut savoir quand même que, vous ne le savez peut-être pas, mais la taxe sur le tabac, historiquement, elle n'a jamais été mise pour que les gens arrête de fumer. Ça date de Louis XIII. On avait une guerre à financer et il s'est dit qu'est-ce que les gens
consomment de manière régulière et qu'ils seraient certains. Voilà, c'est bien parce qu'on pensait qu'il y avait une faible élasticité prix et qu'on pensait que les gens allaient continuer à fumer qu'on a commencé à taxer le tabac. Alors il y avait quand même une petite idée morale que c'était pas un bien de première nécessité, mais donc c'est bien parce qu'on voulait que les gens continuent à fumer et payent des taxes qu'on a taxé le tabac historiquement. Donc on voit bien que toutes ces taxes, parfois on les voit de manière différente, et donc alors que là l'incitation financière conditionnée à un comportement particulier, elle n'a pas du tout la même structure, hein. Elle ne serait pas vue comme un transfert financier comme le proposait Nicolas, qui serait juste aider un petit peu les gens à les sortir de la pauvreté, serait avant tout vu pour conditionner, pour atteindre un objectif, et je partage tout à fait ce que tu as dit. Alors, une autre question peut-être, on me demande si ce genre de programme, ça doit être mis en place par les médecins, ou alors ça doit être mis en place finalement par d'autres professionnels de santé, des économistes qui accompagnent des médecins à l'hôpital. Léontine, une idée là-dessus? Ou Nicolas? Oui, alors ça revient au point que j'essayais de faire tout à l'heure, qui était le contexte dans lequel ces programmes d'incitation financière sont mis en œuvre, et surtout l'ensemble des dispositifs existants dans lequel un dispositif d'incitation financière pourrait s'intégrer. Pour revenir au cas des femmes enceintes fumeuses, on imagine quand même assez mal des économistes aller dans les maternités, donner des bons d'achat à des femmes enceintes fumeuses. Ça pose aussi une question d'accès aux données de santé, de préservation des données personnelles, hein. Donc tous ces programmes évidemment respectent tout ça, et donc pour que cela soit respecté, ça s'inscrit beaucoup dans le soin. Après, pour des comportements de santé qui sont en dehors du système de soins, par exemple l'arrêt du tabac en population générale ou le fait de promouvoir l'activité physique, on peut imaginer, et d'ailleurs ça existe, hein, que ce soit fait par des assurances privées, donc des mutuelles typiquement. Alors ça rejoint une autre question d'un internaute, donc je t'invite à continuer à poursuivre. Y a-t-il des mutuelles qui ont fait des expériences de baisse de primes payées pour la mutuelle en conditionnées par l'atteinte de certains objectifs? Pas à ma connaissance en France, mais Florence en connaît peut-être ailleurs. Mais peut-être que tu voulais aussi réagir sur le contexte dans lequel sont offertes ces incitations financières. Alors, moi, je veux bien réagir sur la première question, parce que les mutuelles, j'ai pas grand-chose à dire à cet endroit-là, mais j'en ai pas connaissance non plus. Mais est-ce que c'est les médecins qui vont être en œuvre? Juste pour rappeler que dans le système de santé, il n'y a pas que des médecins, il y a d'autres intervenants. Donc il y a d'autres professionnels de santé, il y a d'autres intervenants en santé publique. Donc peut-être pas des économistes en effet, parce que les économistes sont plutôt à une échelle plus globale, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne portent pas parfois des projets qui sont mis en œuvre par des intervenants de santé. Et du coup, avec qui on travaille, nous médecins, c'est déjà au quotidien les infirmiers, hein, qui prennent de plus en plus de place, notamment sur cette dimension de prévention. Donc historiquement, c'était autour de l'observance de traitement de maladies chroniques, donc tout ce qui est de l'ordre de l'éducation thérapeutique, mais ça s'est étendu à l'éducation pour la santé plus généralement. Donc on peut imaginer que des infirmiers spécialisés en éducation en santé puissent utilement utiliser ce genre de levier pour peu qu'on leur mette à disposition. Et, il y a aussi en effet en dehors des structures de soins d'autres intervenants en santé publique, hein, donc chargés de mission en santé publique, médiateurs en santé, agents de prévention. Donc tout ça, c'est des métiers où des personnes vont vers les populations pour essayer de les sensibiliser, promouvoir des comportements favorables à la santé. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier le monde du social, hein, parce qu'en France, le sanitaire et le social sont très dichotomisés pour des raisons historiques qui sont d'ailleurs, dont on pâtit aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, les individus
devraient être accompagnés dans leur entièreté et leur complexité. Finalement, le social est lié au sanitaire, mais malheureusement en France, les choses sont organisées de manière très étanche. Mais il n'empêche que là, on parle d'argent et que, évidemment, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, les médiateurs sociaux pourraient aussi utilement utiliser ce genre de levier. Et moi, je me bats beaucoup pour que ces intervenants sociaux embrassent aussi les questions sanitaires, parce que je pense qu'ils sont en contact souvent avec des populations qui parfois sont éloignées du soin, justement parce qu'il y a la mise en concurrence des priorités qu'on évoquait tout à l'heure, et du coup ça peut être aussi des bons relais et des bons starters de ramener vers le soin ou d'incitation à des comportements de santé. Et donc tous ces acteurs de terrain, du social et du sanitaire, pourraient être des effecteurs de programmes qui intégrerait pourquoi pas cet outil, mais aussi idéalement d'autres outils ayant démontré leur intérêt. Et d'ailleurs, pour rebondir, dans l'étude de FISP là, sur les bons d'achat donnés aux femmes enceintes, nous avions observé par exemple beaucoup moins de réticence chez les sages-femmes en charge des consultations que nous n'avions initialement des chefs de service, donc médecins, qui étaient beaucoup plus choqués par la mesure, et les sages-femmes étaient plutôt contentes d'avoir un outil additionnel parmi tout ce qu'elles avaient déjà à mettre en place en consultation de tabacologie. Ça changeait, et puis c'était un peu pris comme un jeu, voilà. Alors, parmi les autres questions qu'on nous a posées, après je poserai quelques questions s'il y a des questions dans la salle. Alors, on me demande, Jérôme, si au sujet des incitations financières qui ont été données aux professionnels de santé, est-ce que ça a été mis en place pour combler le manque d'éducation continue des médecins et des professionnels de santé? Est-ce que c'est parce que les personnels de santé ne savaient pas ce qu'ils devaient faire? Par exemple, ils ne savaient pas qu'ils devaient promouvoir la mammographie, ou ils ne savaient pas qu'ils devaient prescrire plus de génériques? Ou alors c'est vraiment parce qu'on pense qu'ils le savaient très bien, mais au quotidien, ils ne le faisaient pas? C'est une question difficile. Je ne saurais pas y répondre. Il faudrait revenir sur l'historique de la genèse de ces incitations, qui sont nées dans les années 2000, je pense, qui ont pris de l'ampleur dans les années 2000. Je pense que c'est plutôt parti d'un constat que les grands programmes de dépistage en particulier, mais pas que les grands programmes de dépistage, mais qu'une partie des grands programmes de dépistage atteignaient faiblement pas suffisamment leur cible, notamment parmi les populations les plus précaires, et qu'en conséquence, il fallait trouver un moyen, et un des moyens possibles pour augmenter le taux d'adhésion à ces grands programmes de dépistage, mammographie, cancer du côlon et autres types de dépistage, ou de vaccination, vaccination, dépistage. Un des moyens, je pense que c'était vraiment très pragmatique, c'était un constat que le taux de recours à ces actes de prévention et de dépistage était insuffisant. Alors, quelles en sont les raisons profondes? Il y a eu des travaux dessus, ça je le sais, mais que je ne connais pas suffisamment bien, sur les raisons qui expliquent, pour lesquelles les médecins n'étaient pas suffisamment actifs là-dessus. Je pense que toutes les raisons qui ont été évoquées font partie de la réponse, mais je ne pense pas qu'il y a une seule raison qui explique la nécessité qui a été faite de recourir à ces rémunérations incitatives. Je veux bien réagir là-dessus. Alors, j'ai pas forcément des travaux en tête, mais en tout cas, deux choses qui me paraissent assez évidentes sur les freins à l'offre de prévention au sein de consultations médicales. C'est de un, dans la culture de beaucoup de médecins, et notamment des médecins libéraux qui ont un rapport particulier avec leur patientèle, c'est que si une personne vient les voir, elle a une demande, et que eux, leur rôle, c'est de répondre à cette demande. Et que s'ils ne sont pas venus pour parler de prévention, de dépistage, c'est pas forcément légitime du point de vue de certains collègues qu'ils amènent ça, que quelque part ils s'insinuent dans la liberté de l'individu qui a rien demandé, et que voilà. Donc on a le même problème avec les personnes en situation de précarité, notamment dans les permanences d'accès aux soins de santé, où les personnes sans couverture maladie consultent en général pour une raison médicale. J'ai mal, je tousse, j'ai un problème cutané. On essaie de déployer la prévention et on n'y arrive pas parce que les médecins qui consultent disent en fait, c'est pas leur demande.
donc c'est pas le moment, on verra plus tard. Donc il y a ça, et donc ça c'est une question de culture et de santé publique, et ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est le temps, hein. C'est que intégrer la prévention et a fortiori la dimension sociale dans le soin, en fait ça prend énormément de temps. Et est-ce que les médecins ont ce temps-là? Malheureusement non, on est de moins en moins nombreux, les consultations c'est 15 minutes. Dans un modèle vraiment de consultation de médecine libérale, il faudrait qu'un patient arrive avec une question, une demande. Je viens parce que je tousse, je vous examine, et je diagnostique une bronchite et je vous donne du Doliprane. Déjà, les 15 minutes sont déroulées. Donc, souvent, les patients arrivent avec plusieurs demandes. Donc, comment on arrive à répondre à plusieurs demandes en 15 minutes? Et en fait, le temps n'est plus disponible pour parler de prévention. Donc, je pense que c'est deux choses assez évidentes qui sont des freins majeurs. Et s'il y a l'incitation financière, ça rajoute une contrainte inverse où finalement on va se faire violence pour faire rentrer dans ces 15 minutes cette dimension parce qu'on y est un peu obligé, mais c'est peut-être aussi aux dépens de la qualité du soin curatif, donc c'est pas magique. Oui. Je voulais rajouter juste une anecdote qui allait dans ce sens. Au moment du Covid, on travaillait avec un médecin très, très, très impliqué, notamment dans l'aide aux populations précaires. Et je lui ai demandé, mais tu as à ta disposition maintenant le moyen d'aller voir sur les données du SNDS si tes patients ont été vaccinés pour le Covid. Et je lui ai dit, est-ce que tu as utilisé ce moyen qui t'est donné par l'assurance maladie pour alerter tes patients? Et sa réaction, c'était exactement celle-là. Certainement pas. Ce n'est pas à moi d'aller dire à mes patients ce qu'ils ont à faire. S'ils viennent me voir et que la discussion arrive sur ce point, oui, mais je ne vais pas aller. Donc ça rejoint exactement, sinon c'est une personne, mais c'est une anecdote, mais qui nous avait extrêmement étonnés. Et oui, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement impliqué pour améliorer le recours aux soins des populations et pour autant la préservation de l'autonomie. Donc ça rejoint ce que disait Clémence tout à l'heure sur les tensions éthiques. Est-ce qu'on le trouve justifié ou pas de pousser les gens à perdre du poids, de pousser les gens à arrêter de fumer, à se vacciner ou à faire des dépistages? Je complète juste quelque chose. Notre système de santé, au-delà de la question du manque de médecins et de temps des médecins, notre système de santé, ça c'est reconnu, le paiement à l'acte et surtout le fait que le paiement des consultations ne soit pas fonction du temps passé, ça c'est un problème qui est bien connu, qui est identifié. J'espère qu'on le lèvera franchement. Dans beaucoup de pays, il y a plusieurs types de consultations avec des temps différents. Et pour les consultations longues de prévention en particulier, le médecin est mieux rémunéré. Donc en France, c'est un obstacle majeur, et je ne l'ai pas dit. Maintenant, le problème du manque de médecins est tel que ce n'est peut-être pas l'obstacle le plus important. Mais cet obstacle de la rémunération, et c'est assez étonnant quand même, parce que tout le monde est d'accord, en gros. Tout le monde est d'accord, mais ça bouge très très peu, très 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 peu, quoi. Ça, c'est très étonnant. Et il y a un tout petit effort qui a été fait, par exemple, votre médecin traitant, si vous êtes pris en charge pour une maladie longue et coûteuse, l'affection de longue durée, il peut avoir une petite prime annuelle, mais qui est ridicule à côté des primes qui sont pour inciter, par exemple, au suivi de différents indicateurs de santé publique. Alors que, bien évidemment, un patient avec une maladie longue, coûteuse, complexe, parfois polypathologique, vous avez plusieurs sujets à traiter, et donc c'est une consultation qui prend un minimum 30 minutes. J'imagine bien que la consultation de 10 à 15 minutes, ça ne marche que pour un motif aigu chez un patient qui va bien et qui voit régulièrement son médecin, et on n'a pas besoin de faire le rattrapage de 6 à 8 mois d'absence de suivi. Alors, je vais donner... tout à l'heure, tu m'as tendu une perche. Alors, ça rejoint une question de beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des mutuelles qui auraient changé leurs primes, qui abaisseraient les primes en fonction de l'atteinte de certains comportements, etc. Alors, en France, ça n'existe pas. La seule chose qui existait, c'est des mutuelles qui vous remboursent en fin d'année une partie de la prime de mutuelle que vous avez payée si elles ne vous ont pas remboursé plus d'un certain montant de soins. Donc, en fait, c'est une incitation à ne pas se soigner, mais ce n'est pas une incitation à faire de la prévention. Par contre, c'est quelque chose qui existe. Alors, aux États-Unis, dans certains cas, ça peut être au sein de ce qu'on appelle le managed care. Donc, le managed care, c'est l'idée de manager un peu le suivi par le patient de sa maladie chronique. Et par exemple, il y a des programmes
programmes qui ont été mis en place comme ça pour des patients diabétiques, par exemple, pour assurer un bon suivi. Mais c'est pas forcément généralisé. En tout cas, en France, hein, ça n'existe pas vraiment. Alors, il y a une petite question, après je passe la main à la salle, mais cette question, je l'adore, donc je ne peux pas m'empêcher d'y résister. Il y a quelqu'un qui me demande ce qu'on pense de la taxe lapin. Et ça, moi, c'est un sujet que j'adore. Hein, où l'idée, ce n'est pas de récompenser les gens qui suivent bien leur parcours de soins, mais de mettre une pénalité aux gens qui ne viendraient pas au rendez-vous. Alors, je vais peut-être poser d'abord la question très brièvement à Nicolas, qui est professionnel de santé, qui va nous dire, ou alors je commence et tu réagis. Alors, toi, la taxe lapin, l'idée de taxer de 1 ou 2 euros ou 10 euros les gens qui te poseraient un lapin et qui ne viendraient pas à un rendez-vous, tu en penses quoi ? Au risque de vous choquer, si elle exclut les personnes en situation de précarité, qu'on peut quand même repérer au moins par l'intermédiaire des couvertures maladies spécifiques en France que sont la complémentaire santé solidaire et l'AME, moi je pense que c'est une mesure intéressante parce qu'en fait on a des vraies difficultés au quotidien parce qu'on a beaucoup de rendez-vous qui sont pris, qui ne sont pas honorés, et du coup, alors qu'on a des délais d'attente extrêmement longs, et donc on n'arrive pas à répondre, que ce soit dans ma spécialité, mais je pense que c'est vrai aussi en soins primaires, on n'arrive pas à répondre à la demande, et donc à avoir une certaine forme de réactivité par rapport aux besoins de santé des individus. Or, beaucoup de rendez-vous sont occupés par des personnes qui ne viennent pas, et donc ça, c'est pas acceptable. Et donc, il nous faudrait un levier pour essayer d'inciter les personnes à ne pas maintenir des rendez-vous quand ils savent qu'ils ne pourront pas les honorer. Parce que comme il n'y a pas de conséquences, pas de pénalité, certaines personnes sont bien intentionnées, annulent leur rendez-vous, mais la majorité ne le font pas. Et donc il y a beaucoup de plages qui sont non honorées. Après, dans le modèle financier des praticiens libéraux, c'est aussi des manques à gagner, et du coup ça pose des problèmes de soutenabilité de leur entreprise, mais ça je connais un peu moins bien le sujet, mais peut-être vous avez des choses à dire là-dessus. Et donc, en tout cas, beaucoup de médecins pensent que c'est une bonne mesure, mais il ne faudrait pas qu'elle impacte les personnes en situation de précarité, ce qu'il ne faudrait pas qu'elle renforce les inégalités sociales de santé. Oui, parce que quand même, on peut penser que ceux qui ont le plus de chances de poser un lapin, c'est ceux qui consultent beaucoup, donc qui sont malades, et puis aussi ceux qui ont peut-être du mal à gérer leur agenda. Et on peut aussi se poser la question des motifs pour lesquels les gens posent des lapins. Et je crois que le premier motif, ça serait d'avoir des applications qui permettent facilement d'annuler les rendez-vous. Je vous invite à essayer d'annuler un rendez-vous dans un hôpital parisien. On ne peut pas le faire en ligne, le téléphone ne répond pas. Et donc, à partir de là, moi, je ne serais pas contre, mais si les outils informatiques et de prise de rendez-vous et d'annulation de rendez-vous soient la mesure des implications. Et puis, quand même, Léontine Golzal, est-ce qu'on n'a pas des petits résultats d'économie expérimentale étonnants sur l'introduction des taxes ? Sinon, je le raconte moi. Ben oui, moi, il y a une expérience que j'ai adorée, c'est au Canada. Ils en avaient marre que les parents arrivent en retard pour aller chercher les enfants à la crèche. Et ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pénaliser de l'équivalent de 5 $ ou 10 $ à chaque fois que les parents arrivent en retard à la crèche. Donc, par exemple, si vous alliez au-delà de 18h ou 18h30 chercher votre enfant, vous étiez chargé de 5 à 10 $. À votre avis, qu'est-ce que ça a fait, cette mesure ? Eh bien, ça a considérablement augmenté le nombre de gens qui allaient chercher leurs enfants en retard. Pourquoi ? Eh bien, ça renvoie à tout ce qu'a dit tous. Motivation intrinsèque, extrinsèque. Maintenant, il y avait un prix. Donc, vous aviez le droit moral d'arriver en retard, puisque maintenant, ça devenait un service que vous achetiez. Et alors, on le fait dans les restaurants. Mais maintenant, vous dites, d'accord, je n'appelle plus le restaurateur parce que j'ai payé, on va me piquer 10 €. Mais en fait, ma soirée, j'ai réservé. Finalement, j'ai envie de faire quelque chose au dernier moment, mais j'accepte de perdre 10 € parce que moralement, je ne suis plus embêtée d'avoir réservé pour une table pour 8 personnes dans un restaurant et personne n'est venu. Eh bien, en fait, c'est un droit que j'ai. Et donc, il faut se méfier des pénalités. On peut croire que les gens cherchent toujours à éviter les pénalités, mais une pénalité, ça peut être juste un prix. Donc voilà.
Alors, vous voyez, donc on est là, donc du coup, l'incitation financière, c'est la même chose. Est-ce que c'est grave ou est-ce que ça ne l'est pas? On peut le voir. Alors, peut-être que j'ai passé la parole à la salle, si vous avez envie de nous poser des questions, et puis sinon, on fera un petit tour pour réagir entre nous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'était pour revenir sur ma question auquel vous avez essayé de répondre tout à l'heure. C'était plus, je l'ai un peu mal posé, c'est pas faute. Je voulais plus venir sur les considérations éthiques, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Moi je suis venu ici parce que je suis responsable du pôle santé dans un parti politique, justement, donc je suis en train d'écrire un programme là-dessus, et justement ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que la science en pense. Et niveau éthique, c'est vrai que ça fait un petit moment, il y a pas mal de gens qui sont revenus me voir pour me dire qu'il va y avoir des problèmes éthiques s'il y a trop d'incitations financières, et surtout où est-ce qu'elles s'arrêtent. Et dans cette idée que même si la science va dans le bon sens, on dit que l'incitation financière peut être positive pour un arrêt. Il y a eu évidemment l'histoire de la malfaisance sur le long terme qui existe, certes, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet néfaste du point de vue d'un gouvernement qui veut dire, comme ça va coûter trop cher à la société de gérer tout un tas de maladies qui vont devenir chroniques au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il ne va pas y avoir un espèce d'effet néfaste de dire l'incitation financière, on va en abuser parce que ça coûte moins cher après coup, et du coup devenir éthiquement, voire moralement difficile de, comment dire plus précisément, on va quasiment régir tous les aspects de la société, ou énormément de strates de la société par l'incitation financière, et du coup, niveau éthique, morale et surtout liberté individuelle, elles vont être très réduites. Pardon, Jérôme et Clémence, si vous voulez répondre. Oui, alors je ne suis pas complètement sûr d'avoir compris votre question. Il y avait deux points. Il y a l'aspect coût, mais j'ai peut-être mal compris. Le coût des incitations financières, il est évidemment pas dit que ça soit plus coûteux que d'autres programmes. Donc ça, ouais. Non, il est clair que les maladies chroniques coûtent cher. Et donc, une des motivations pour faire de la prévention, c'est de réduire les coûts. Oui. Au-delà de la question qu'on a commencé à évoquer du caractère performatif, de changement de comportement à long terme, d'attente vis-à-vis de ce type de paiement, qu'on a déjà évoqué, qui est évidemment assez spéculatif, mais qu'on a tous en tête, je ne suis pas sûr d'avoir compris quels étaient les autres risques que vous évoquiez. En fait, c'est une peur que j'ai de voir qu'on va trop régir au niveau du gouvernement, en fait, trop avoir de volonté d'incitation financière. C'est plus ça que je voulais dire. Mais je comprends votre question, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on fait trop de promotion de la santé? Parce que votre question, c'est plutôt le fait que l'on veuille faire de plus en plus de prévention pour réduire les coûts. Et est-ce plus dangereux pour l'autonomie de mettre des incitations financières que mettre des spots à la télé ou à la radio ou sur Internet toutes les 10 minutes, ou d'inciter financièrement votre médecin si vous atteignez de bons objectifs? Alors, au passage, je réponds parce que quelqu'un a posé la question de savoir si il demandait un kit de dépistage pour le cancer du côlon à son médecin, est-ce qu'il recevait une rémunération? C'est pas calculé au niveau individuel, c'est calculé sur la moyenne des patients inscrits chez le médecin traitant, ou la moyenne des patients du spécialiste. Et donc, on calcule l'atteinte d'objectifs, pas individuels, mais le médecin. Et donc, si vous êtes un médecin qui a des patients qui font très très bien tout ce qu'ils ont à faire, eh bien, vous aurez des primes. Ce qui pose la question d'ailleurs de certains collègues de la Seine-Saint-Denis, qui du coup, je travaillais avec pendant le Covid, et qui me disaient que lui, les incitations de la ROSP, eh ben, du coup, il n'en avait pas, parce que comme c'est pas contrôlé de la population concernée, lui, il a une patientèle qui est forcément beaucoup plus modeste et beaucoup moins facile à orienter. Y a-t-il une autre question? Je ne vois pas bien avec le spot, excusez-moi. Oui, merci. Oui, bonjour. Alors moi, ma question va être beaucoup plus courte et beaucoup plus peut-être basique ou naïve, mais par rapport aux incitations financières, qui les paye? C'est pas une question naïve. Qui les paye? Qui les paye, ça serait l'assurance maladie, par exemple?
Parce que vous avez parlé de mutuelles, et par exemple, je vois par exemple... Oui, tout à fait, bien sûr, c'est les financeurs, quoi, donc les complémentaires santé ou l'assurance maladie. Ça paraît le plus naturel. Hein. On peut imaginer des paiements directement du ministère de la Santé, mais dans notre système, ça ne fait pas tellement de sens. Donc c'est plutôt l'assurance maladie ou les mutuelles, oui. Oui, je rajoute peut-être un point, parce que les études qu'on a proposées ici n'étaient pas financées par l'assurance maladie. Elles sont financées, pour les femmes enceintes fumeuses, c'était par l'Institut national du cancer. Donc là, mais là, vraiment, on parle d'expérimentation, d'accord ? Et je rajoute peut-être une précision qui nous a échappé au fur et à mesure de notre discussion. On n'arrive pas, on ne donne pas une valise de cash, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça se passe. On donne des bons d'achat. D'accord, donc des bons d'achat qu'on peut utiliser dans beaucoup de commerces pour acheter alimentation, je sais pas, des vêtements, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi une discussion un petit peu de savoir qui paye. Ça pose d'autres questions éthiques. Et quel est le type d'incitation qui est donné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont très confortables avec le fait de donner un panier bio de fruits et légumes à des personnes pour les inciter à perdre du poids. Parce qu'ils sont plus confortables avec le fait qu'ils sont sûrs que c'est bien pour la santé de manger des fruits et des légumes que de donner de l'argent, puisqu'en fait, avec cet argent, ces personnes pourraient s'acheter du chocolat. Et donc, en fait, sauf qu'on ne sait pas, en fait, l'efficacité de donner un panier de fruits et légumes. Si vous voulez que les comportements changent, il s'agirait de donner quelque chose qui est valorisable par les individus, donc de l'argent, alors qu'un panier de fruits et légumes, ça ne va pas forcément faire changer les comportements. Donc on voit bien en fait aussi que le type d'incitation qui est donné va avoir à la fois un effet sur l'efficacité, mais aussi un effet sur l'acceptabilité et les motifs éthiques qui sous-tendent cette acceptabilité. Alors là, on rejoint des débats qui sont réguliers dans les moyens de faire de la redistribution. Par exemple, on sait que les gens sont beaucoup plus d'accord pour payer des impôts ou des cotisations pour financer la sécurité sociale parce que ça donne des soins aux gens ou que ça leur permet d'aller à l'école. Et régulièrement, quand on donne des allocations familiales, par exemple, en argent et non pas conditionné à certaines consommations, il y a toujours des suspicions. Je vous rappelle un de nos ministres qui, encore récemment, disait que les gens utilisaient les allocations de rentrée scolaire, non pas pour acheter un nouveau cartable à leurs enfants, mais pour s'acheter une télé en écran plat. Alors, évidemment, vous savez que les économistes considèrent que la meilleure des choses à donner aux gens, c'est quand même de l'argent, parce qu'avec l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Et nous, on sait que les gens sont heureux quand ils ont une consommation qui correspond à leur goût, les préférences, comme disent les économistes, leur conception de la vie bonne, comme disent les philosophes. Mais enfin, l'idée que les gens sont les premiers à savoir ce qui les rend heureux. Et effectivement, on a en face un problème d'acceptabilité avec des gens qui sont quand même globalement assez paternalistes et qui ont envie de donner aux gens des choses qu'ils considèrent être bien pour leur conception de la vie bonne. Et je te donne la parole, Nicolas. Voilà. Donc c'est un peu cette tension qu'on a derrière tout ça. Je vais être très bref, c'est juste sur les fruits et paniers et légumes pour partager une petite expérience de terrain. Il faut savoir que pour les personnes qui sont en situation de pauvreté, à qui parfois on donne... pour les personnes en situation de pauvreté à qui parfois on donne un soutien matériel, comme par exemple des kits hygiène, des couches pour les enfants, des boîtes de lait, ou à qui on prescrit des médicaments. Il faut savoir que certaines personnes qui sont en situation de survie revendent ces éléments matériels pour justement récupérer de l'argent, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc après, peut-être que certains en font un usage qui n'est pas souhaitable, mais en tout cas, en général, c'est parce qu'il y a d'autres besoins prioritaires. Et c'est vrai aussi des médicaments. Nous, les patients, par exemple, nous demandent souvent de leur prescrire des compléments Fortimel. Là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des sortes de compléments nutritionnels pour les personnes dénutries. Parce que c'est des choses qui se revendent. Il y a des médicaments qui se revendent. Voilà, donc il ne faut pas croire que c'est des solutions magiques que de ne pas vouloir donner de l'argent. Donner d'autres formes d'incitation ça va rajouter de la complexité aux gens. Et comme l'a dit très bien Florent, je pense que c'est aux gens il faut laisser la liberté aux gens de s'organiser comme ils veulent sans leur rajouter de la contrainte. Je pense.
Voilà. Alors, il y a encore des questions qui sont autour de l'équilibre financier à long terme des incitations. Et donc, est-ce que les bénéfices futurs d'amélioration de la santé compensent? Alors, ça, c'est une question qu'on se pose en général. Quand on parle, c'est la distinction, peut-être pour le rappeler, entre deux concepts qu'on utilise en économie. Est-ce qu'une intervention est efficace? Léontine vous a par exemple présenté des preuves d'efficacité, c'est-à-dire une amélioration significative des indicateurs recherchés, comme par exemple l'amélioration de la vaccination ou l'augmentation du nombre de femmes qui sont abstinentes du tabac de manière continue pendant la grossesse et la diminution de la probabilité de faire de faible poids. Une autre question est celle de l'efficience. Est-ce que le programme permet, c'est-à-dire d'avoir des gains supérieur au coût? Et donc, ça renvoie à la question. Alors, Clémence connaît très bien ça parce qu'elle a fait un doctorat à l'époque sur des questions d'évaluation médico-économique. Et c'est toute la question de savoir si les programmes, au-delà des gains de santé, est-ce qu'on peut faire des économies avec? On parle d'impact budgétaire. Donc, Jérôme et Clémence, je vous laisse rebondir. Non, je voulais juste dire une chose, ça dépend de ce qu'on appelle d'efficience, parce que la prévention, c'est-à-dire l'objectif de faire que les personnes vivent longtemps, ça se traduit par un vieillissement de la population, et donc les effets globaux sur la consommation de soins sont très incertains. Ça ne veut pas dire que si on améliore les comportements favorables à la santé, que ça va nécessairement réduire les consommations de soins du système de santé à moyen terme. Ce n'est pas vrai. Ça, je me dispute beaucoup avec mes collègues économistes. Rien n'est moins vrai. On voit la population française, l'espérance de vie a augmenté extrêmement rapidement en France depuis 40-50 ans, même si c'est moins le cas depuis une dizaine d'années, a augmenté extrêmement vite et les dépenses ont augmenté très vite. Il y a 1000 raisons, mais une des raisons, c'est le vieillissement de la population. Et le vieillissement de la population, c'est le succès des soins et de la prévention. Voilà. Les gens fument moins aujourd'hui, boivent moins, ils vivent plus longtemps. Mais quand on vit plus longtemps, on est sujet à des maladies aiguës, coûteuses. Donc, et rien des n'est moins chroniques voilà, qui viennent avec le vieillissement. Mais si on vous donne votre traitement pour la tension sur 40 ans au lieu de 20, ça coûte plus cher. C'est pas du tout clair que plus de prévention, plus de comportements favorables à la santé se traduisent à long terme par moins de dépenses de soins. C'est pas vrai du tout. Et ça renvoie bien sûr aussi à une autre question qui intéresse beaucoup les économistes, c'est la valeur de la vie que l'on met en face. Un programme efficient, quand on fait un programme coût-utilité, c'est si on valorise, vous imaginez une probabilité de faible poids. Qu'est-ce que c'est qu'un petit prématuré de moins de 2,5 kg? Nicolas saura mieux que nous, mais c'est plein de problèmes pulmonaires, c'est plein de problèmes généraux tout au long de la vie. Oui, et même au-delà, en fait, ce qui a été montré, c'est que les enfants qui naissent avec des faibles poids de naissance, du fait du contexte de santé dans lequel ils sont, en fait, ils ont aussi des plus faibles revenus à terme, un plus faible niveau d'éducation. Donc, en fait, c'est un facteur de transmission des inégalités sociales de génération en génération, le tabagisme pendant la grossesse. Donc, il y a des coûts considérables et qui vont au-delà de l'équilibre budgétaire instantané. Mais il n'empêche quand même qu'à court terme, ça pose la question de qui finance. Non, oui, je vais juste ajouter qu'effectivement, cette question de l'efficience, nous, on l'évalue avec un outil qui est le ratio coût-efficacité. Donc, très simplement, on va mesurer le différentiel de coût entre deux stratégies, par exemple, avec incitation ou sans incitation. Et puis, on va comparer l'efficacité et on va voir, en fait, si, finalement, on permet d'atteindre un meilleur résultat à un coût réduit. Et effectivement, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas tellement identifié là dans la revue de littérature parce que les données sur l'efficience des incitations financières, elles sont peut-être soit encore un peu balbutiantes ou en tout cas, elles ne sont pas connues par les gens qui ont discuté des enjeux éthiques, puisque nous, on a recensé les arguments émis par les acteurs. Mais c'est vrai que plus l'efficience, et ça rejoint la première question qui était posée, plus l'efficience des incitations serait démontrée, plus du coup, eh bien là, émergerait le principe de justice qui viendrait s'additionner au principe de bienfaisance et contrebalancer les risques en termes de non-malfaisance ou d'autonomie, parce que ça veut dire que si on réduit les coûts pour la collectivité grâce aux incitations financières, on a des ressources qui vont être libérées pour être utilisées pour d'autres patients, pour d'autres pathologies ou dans d'autres politiques sociales. Et là, ça devient
de plus en plus difficile, c'est exactement la même chose qui était mentionnée un petit peu au sujet de la bienfaisance, ça deviendrait de plus en plus difficile d'y renoncer parce que ça voudrait dire qu'on accepterait le sacrifice de l'utilisation de ces ressources ailleurs. Et donc, ce n'est pas que la question de l'autonomie de la personne elle-même, mais la question globalement de l'optimisation de la santé globale. Bon. Néanmoins, il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé, qui est que on ne pourrait pas imaginer inciter systématiquement les gens, parce que, comme on le disait, les gens déjà ont ces comportements pour eux-mêmes. Donc là, il y aurait une perte d'efficience. Payer quelqu'un qui, de toute façon, aurait le bon comportement, bah là, c'est pas efficient, puisqu'on va le payer alors qu'en fait, il va le faire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on a de toute façon cette limite-là intrinsèque à l'efficience. Je dois malheureusement conclure ce débat très important. Effectivement, cette question de ce que les économistes appellent un effet d'aubaine est importante. Alors, donc, ce que l'on voit pour conclure, c'est qu'on a des interventions qui sont innovantes, qui peuvent être intéressantes à étudier, peut-être dans des contextes particuliers, de court terme, peut-être pour des populations particulières qui ont beaucoup de difficultés. Ça pose des questions d'acceptabilité, autant par les professionnels de santé nombreux que par la population qui sera amenée à payer ces incitations si elles étaient payées par la puissance publique, ou d'ailleurs via les mutuelles, et donc ça serait les gens qui payent les cotisations. Mais néanmoins, ce que l'on voit, c'est que c'est un programme qui est éminemment issu de la science économique, parce que réfléchir à ce que font des incitations financières, c'est vraiment utiliser la science économique au sein du système de soins et de prévention. Et ça, c'est assez innovant, et on voit en tout cas que l'économie peut éclairer ce sujet, et peut-être la France acceptera-t-elle, au niveau local, comme ça a été posé, ou national, d'envisager ces outils. Je vous remercie tous et toutes et tous d'avoir assisté, et à très bientôt, j'espère.